Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement humain. Aujourd'hui, premier épisode de la saison 3, après l'intro « Demandez le programme ». Dans cet épisode, j'ai envie de t'expliquer comment j'ai mis en lumière ma légende depuis ces derniers mois ou cette dernière année. Depuis que Monstrueusement humain existe, depuis certaines traversées personnelles, et comment tout à coup les choses se sont éclairées. Alors cette légende, ce n'est pas propre à moi, c'est une légende que l'on a chacun, qui parle de notre voyage initiatique à travers notre vie, ce qu'on peut appeler aussi le voyage du héros ou le monomythe. Et c'est Joseph Campbell qui a décrit cette narration, a décrit cette structure de narration que l'on peut d'ailleurs retrouver à travers les films quand ça parle d'un héros qui va traverser différentes phases de sa vie, les difficultés, les chaos, les transformations, les leviers. Et donc, ce voyage du héros a été décrit, je disais donc, par Joseph Campbell dans un livre qui s'appelle « Le héros aux 1001 visages ». Je penserai à vous mettre les références dans la description de l'épisode. Et donc, j'avais envie de t'éclairer sur ma cohérence et ma quête de sens. Que tu comprennes pourquoi je suis si sensible et si attentionnée à ce qui est renié ou à ce qui s'éteint en chacun. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais au tout début de la première saison, j'avais parlé de cette sensation depuis toute petite d'avoir eu l'impression de ne pas être sur la bonne planète. J'avais l'impression que je n'étais pas calibrée pour cette planète. Je me sentais souvent inadaptée, même si ça m'arrive encore parfois. Et alors bien sûr, depuis, il y a eu des éclairages, des compréhensions à travers mes enfants et leur haut potentiel. En tout cas, une hypersensibilité probablement pour moi, puisque je n'ai pas du tout passé de tests pour éclairer autre chose que cela. Et en tout cas, à l'époque, cette sensation de vraiment avoir été larguée sur la mauvaise planète me donnait l'envie de repartir. Et donc, l'idée du suicide, non pas dans l'idée de se faire du mal, mais dans le côté vouloir repartir, a été là très très tôt. Très 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 tôt dans ma petite tête d'enfant. Parce qu'en fait, toutes mes perceptions, tous mes ressentis, toutes les incohérences de ce monde, toutes les incohérences des adultes, les injustices, les faux-semblants, tout ça était d'une extrême violence. Et puis, donc voilà, j'avais déjà ce petit bagage. Et j'ai flirté avec ça longtemps, avec vraiment cette grande mélancolie, comme si il y avait peut-être un endroit ailleurs qui était vraiment chez moi.
Et puis, j'ai côtoyé plusieurs suicides autour de moi, véritablement. Un ami d'enfance, très cher ami d'enfance, Anthony, un autre copain, et tout ça dans l'adolescence, et puis une cousine. Donc le suicide a aussi été très présent. Et puis, j'ai vécu le harcèlement dans toutes les sphères possibles, je crois. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans un groupe d'amis, que ce soit au collège, que ce soit dans les relations amoureuses et que ce soit au travail. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui pour moi de comprendre et de te déposer ça, c'est qu'en fait, ces harcèlements m'indiquaient, en fait, mais quelles sont tes limites ? Quel est ton territoire ? Comment tu te fais respecter ? Qui es-tu ? Est-ce que tu choisis de respecter ta vie ? Est-ce que tu choisis de respecter ton vivant ? Et puis, j'ai eu un premier job en tant qu'infirmière où je me suis donc retrouvée infirmière à domicile. Je travaillais pour une association, je faisais le même boulot qu'une infirmière libérale, mais dans une association. Et donc j'avais 21 ans et j'en faisais 15. Bien souvent, quand j'arrivais, on me disait « Ah, vous êtes la stagiaire ? L'infirmière arrive bientôt ?» Et donc voilà, j'arrivais et dans ce travail qui pour moi était ultra nourrissant parce que je voyais des gens de tout milieu. J'adore l'architecture et j'adore les décorations intérieures. Donc je voyais aussi des maisons magnifiques. Je découvrais aussi ce que c'était qu'avoir encore de la terre battue dans certaines maisons ou pas d'eau courante. Enfin voilà. Donc c'était assez extraordinaire pour moi et confrontant sur plein de plans. Et puis, en fait, dans ce job, il y avait un deal passé avec les pompiers du secteur. Et en fait, cette manière de faire était vraiment propre à l'endroit où je travaillais, puisque en me renseignant au fur et à mesure partout ailleurs, ça n'existait pas. Et donc ce deal, c'était que autour des morts violentes, accidents de la route ou suicides, les pompiers nous appelaient. Et en fait, lorsque nous étions d'astreinte, nous étions chargés d'aller nettoyer ces corps, d'aller les rendre beaux et présentables pour leurs proches. Et j'ai travaillé 3 ans dans ce poste. Et en fait, je me suis retrouvée, comme par hasard, à accumuler les coups de fil. C'est-à-dire que quasiment, en tout cas très souvent, lorsque j'étais d'astreinte, j'étais appelée. Bien souvent la nuit ou au petit matin, sur les week-ends, et on m'annonçait qu'en fait, il y avait un jeune qui venait de se tuer en voiture ou qu'il y avait un suicidé. Et je me devais de m'habiller et de prendre ma voiture et de partir dans un lieu qui, vraiment, je n'invente pas, était une petite chapelle à côté d'une maison de retraite. Et là, on me déposait le corps. Je ne pouvais faire que le tour de ce corps. C'était un vrai corps à corps, tellement ce petit espace était microscopique. Et tout se passait à l'éclairage d'une petite loupiote jaune au plafond, avec un lavabo qui avait uniquement de l'eau froide. Et donc, dans ce travail, il y avait cet accompagnement à la mort, les soins palliatifs, voilà, des personnes que j'accompagnais avec tout ce que je pouvais donner de mieux, humainement et professionnellement, et ça, c'était OK pour moi. Mais ces astreintes
Et ces morts violentes, c'était très, très, très violent aussi pour moi. Et donc, en fait, j'ai fait ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je suis allée, on m'appelait. Il y a eu des moments où je n'arrivais même pas à me lever, où je m'asseyais dans mon lit. Et à cette époque-là, je vivais avec mon futur mari et le futur père de mes enfants. Et il y a eu des moments où je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais plus y aller. Et donc, lui me disait, si tu veux, je t'accompagne. Et donc, voilà, il m'a accompagné quelques fois en voiture. Et puis, moi, j'avais ma voiture, lui me suivait. Et puis, il repartait parce que éthiquement, c'était pas possible. Et donc, je rentrais dans cet espace. Et c'était d'une telle violence parce que les suicides ou les accidents de la route étaient à 90% des personnes dans mes âges et des jeunes qui venaient de se tuer là, il y a 1 heure. Et c'était très difficile, très dur, jusqu'à ce que, en fait, lorsque je partais en vacances, que voilà, je ne travaillais pas, je commençais à avoir les odeurs de sang dans le nez. C'est-à-dire que je sentais toujours l'odeur dans le nez. Et je sentais cette odeur de gants en latex ou en caoutchouc. Et c'était insupportable. Et j'avais interpellé, en fait, ma chef en disant mais c'est difficile. Elle m'avait dit mais t'inquiète pas, tu verras, on s'habitue. Et je me suis jamais habituée et je me remercie de ne m'être jamais habituée parce que je ne sais pas si on doit s'habituer à ça. En tout cas, dans ces conditions-là. Alors, j'ai commencé à ruer dans les brancards et puis à dire, voilà, moi, j'aimerais bien ne pas y aller toute seule parce que je sentais que ça commençait à me taper sur le système très fortement. Bon, j'ai décidé de stopper parce que j'arrivais au bout. Et quand j'ai décidé de stopper, je suis partie sur l'idée et la croyance qui est restée des années. Ça fait très peu de temps que c'est parti. Sur le fait que j'avais échoué, que je n'avais pas été à la hauteur. Et j'ai cru pourtant en parler un petit peu au départ, mais je crois qu'il y avait une telle honte chez moi de ne pas avoir eu la solidité qu'en fait peut-être j'en ai pas tant parlé que ça. Et je suis restée avec ça très très longtemps. Et puis il y a quelques années en arrière, je suis allée faire un stage avec Xavier Duringer, un grand dramaturge, vraiment un chouette artiste. Et donc on passait sur scène et puis on devait pendant un temps vraiment court décrire une situation. Alors je monte sur scène et je parle de cette situation. Et à ce moment-là, Xavier Duringer me regarde, il est dans la salle. Il me dit, elle est vraie ton histoire ? Je lui dis oui. Vous nous avez demandé une histoire vraie. Il me dit, t'as fait ça ? Oui, j'ai fait ça. Et forcément, quand je lui parle, j'ai la voix qui tremble. Je suis cette jeune fille de 21-22 ans. Et il me dit, mais tu pourrais faire un film avec ça. Chapeau, tu as tenu 3 ans. T'as tenu 3 ans comme ça. Et à partir du moment où il a dit ça, c'est comme s'il me réhabilitait. Je me suis dit, purée, waouh. En fait, je me suis raconté des bobards. Et j'ai compris à ce moment-là que non, je n'avais pas du tout été pas à la hauteur. Que peut-être d'autres auraient mieux géré parce que peut-être ils auraient géré autrement leur sensibilité ou leur émotion et que forcément c'est quelque chose que je ne savais pas à l'époque pour moi.
mais qu'en tout cas, je n'avais pas été nulle. Et qu'en plus, ce boulot, je l'avais fait de tout mon cœur. Parce que j'avais déjà cette conscience du vivant. Et j'avais vraiment envie de rendre leur dignité à ces personnes qui, voilà, en tout cas, corporellement, étaient mortes et que c'était que ça n'allait pas changer la douleur des proches, mais qu'au moins la rencontre qu'ils auraient avec leur mort serait moins brutale. Donc, tout cela, pour te dire que tout cela a participé chez moi à cet amour du vivant, à me dire qu'en fait, eh bien malgré tout ça, quand j'ai quitté ce poste, bien sûr, je suis allée voir une psy à l'époque et il n'y a pas eu de mot de burn-out posé là-dessus parce que c'était pas vraiment encore un terme à la mode. Mais il m'a fallu des séances pour lâcher du mieux que je pouvais. Et aujourd'hui, je crois que si j'ai tellement envie de stopper les suicides intérieurs, de participer au jaillissement des élans de vie, si j'ai tellement envie d'élever, d'ériger, de permettre à des potentiels de s'exprimer, eh bien c'est parce que tout ça, je l'ai traversé. Et que parfois, je me dis, oh, peut-être tu oublies. Et que j'ai pas envie d'oublier la saveur de ce qu'est la vie. Et que pour moi, il est important, vraiment, que chacun, et forcément ça parle aussi de mon histoire, que chacun se sente digne de ce qu'il est. Et que chacun pense qu'il est digne d'être aimé pour tout ce qu'il est, dans toutes ses parties monstrueusement humaines. Et donc, qu'en fait, dans cette envie que j'ai, cette pétillance, ce que l'on me renvoie souvent de « oui, tu donnes envie », mais parce que je crois qu'en fait, tout ça, c'est à fleur de peau, et que oui, j'ai envie de donner la vie, ou de permettre la vie plus que la donner. J'ai envie de permettre ça, j'ai envie d'être cette passeuse, j'ai envie d'être là sur ton seuil à te dire « tu peux y aller ». Alors oui, en fait, tout simplement, j'ai envie que les gens soient en vie. Et que je crois que quand j'insiste sur retrouver le goût de toi, connaître ta saveur, ta notice, mais apprécier le goût de cette saveur, apprécier ton monstrueusement humain, apprécier juste en fait ta présence à toi. Je crois que tout ça, ça passe par les sens, qu'en fait c'est vraiment la traversée de la matière par toutes les antennes de nos sens qui est importante pour vraiment se sentir vivant, incarné. Tu sais, comme un enfant quand il vit quelque chose, il ne le vit pas pour un objectif. Il le vit, il est là, il vibre, paf, il vibre de colère, il vibre de tristesse, il vibre de joie, il vibre d'allégresse, point à la ligne. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est grand temps dans cette saison de pouvoir exposer nos renoncements, s'en décharger et les partager avec les autres pour
pouvoir voir qu'en fait on est bien tous sur ce plan-là, on est bien tous soumis au même chamboulement. Et aussi, bien sûr, partager ou faire témoigner les personnes qui sont passées des renoncements, des suicides intérieurs à leurs élans de vie. Et tout bientôt viendra ma proposition en présentiel d'immersion qui sera dans ce que j'appelle du récréatif, des moments qui seront entre plongés en soi, d'introspection et complètement vibrés à l'extérieur par l'expression de diverses formes d'artistique. Parce que je crois que c'est vraiment à ces endroits-là de récréation où nous pouvons recontacter cette partie d'enfant qui est juste là pour être conscient de son vivant, de sa présence et qui veut juste vibrer. Et à travers l'intensité de ce vécu en vrai dans ton corps, eh bien, c'est le meilleur moyen de te mettre en mouvement, en action et de pouvoir renoncer, stopper au suicide intérieur, stopper le lâchage de main et dire oui, oui, oui à tous tes élans de cœur. En conclusion, et de mon point de vue, je pense que la récréation ou le récréatif est le meilleur rendez-vous pour pouvoir réunir et contacter et la matière est plus grand que soi. Bien, j'espère qu'à travers cet épisode, tu auras compris ma cohérence. J'espère vraiment. Et maintenant, il va être un petit peu l'heure de te bouger ce que je pense. Donc je vais te demander, je récapitule. Tu peux laisser un avis ou des étoiles sur les plateformes dédiées au podcast. N'hésite pas à le faire pour Monstrueusement Humain. Merci d'avance. Ensuite, je vais te demander, et j'irai bien sûr contrôler chez chacun, je vais te demander de parler au moins à une personne cette semaine du podcast Monstrueusement Humain. Une personne dans ta petite semaine, sans déconner. Ensuite, tu peux aussi, cette année, tu as l'occasion de pouvoir participer à une petite papote. Tu as l'occasion de pouvoir débattre avec des jeunes. Si ça t'intéresse, fais-moi signe. Tu peux aussi pouvoir témoigner sur tes renoncements ou au contraire tes élans de vie suite à tes renoncements. Enfin, je te sollicite grandement, si tu connais des enfants autour de 10 ans et jusqu'à le début de l'âge adulte, qui auraient envie de participer à une petite papote ou à un débat autour de eux, comment ils verraient les choses autrement, pourquoi ils ne comprennent pas certaines façons de faire dans les traditions ou les normes, ou dans le témoignage de leurs élans qui peuvent paraître complètement dingues, eh bien, parle-leur de Monstrueusement Humain et fais signe aux parents et tu as tous les liens pour qu'ils puissent me contacter. Merci 1000 fois de rentrer ça dans ta petite tête. Sur ce, à bientôt!